organisation de médiation en environnement santé et consommation. C'est une association qui existe depuis 1997. Je vais rapidement faire le tour de nos actions, puisque vous avez en main le flyer. Alors, ici, nous avons fait de la médiation. Je vais passer très très vite. Nous avons fait de la médiation avec l'entreprise SBM Formulation, que nous avons connue en 2001, puisqu'ils nous avaient invités suite à la catastrophe d'AZF pour nous présenter un petit peu, premièrement, leur entreprise, la sécurité et tout ce qu'ils faisaient autour des normes ISO 9001 pour ceux qui connaissent, ISO 14001 pour tout ce qui est environnement. Donc, le docteur Bernadac, je le remercie d'être venu ici. Monsieur Van Canegan, le directeur de la SBM, parce que c'est pas évident de se libérer pour un directeur d'usine. Et je lui passe la parole pour qu'il nous présente un petit peu SBM Formulation. Qu'est-ce qu'ils font? C'est une entreprise qui est vitéroise depuis toujours, je crois. Et surtout, ce que je voudrais lui poser comme question, bon, de toute façon, après, il y aura les questions de tous, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les pesticides? Quel est l'avenir des pesticides? Pesticides, agriculture, société, parce qu'il y a des produits à risque. Trois points d'interrogation. Monsieur Van Canegan, je vous laisse la parole. Bien. Bonsoir à tous. Donc, c'est Van Canegan, je suis responsable de l'usine qui est pas très loin. Donc, ça fait plaisir de venir dans ces circonstances, parce que la dernière fois qu'on m'avait invité, c'était pour une réunion publique suite à l'incendie de 2005. Donc, on était un peu plus dans l'urgence et les gens étaient un peu plus agressifs que la normale. Donc, depuis, effectivement, on a eu beaucoup de relations avec l'OMS, mais aussi avec les associations, les comités de quartier que vous connaissez. On a établi aujourd'hui des relations assez régulières, c'est-à-dire qu'on fait chaque année l'exercice dans l'usine, on invite les associations de façon à leur présenter un petit peu notre activité, les nouveautés de l'usine, mais aussi toutes les modifications qu'on peut avoir. Et puis l'exercice, quand on fait notre exercice théorie, généralement il y a des gens de la mairie, il y a des gens de la sous-préfecture, il y a la DREAL, donc c'est ceux qui inspectent les installations comme la nôtre. Donc c'est l'occasion de voir comment fonctionnent nos unités si jamais il y avait une action de type théorie à déclencher dans nos usines. Voilà, donc j'ai été invité ce soir. Donc l'usine SBM Formulation, vous la connaissez peut-être pas sous ce nom-là, ça date de l'époque de l'électoral, hein, donc c'est avant les années 1900, puis ça a été repris par Union Carbide, puis dans les années 80, ça a été repris par Ron Poulenc, et puis après, ce sont les anciens actionnaires de Ron Poulenc qui ont repris l'usine dans les années 84, donc ils ont fêté leur 20e année aujourd'hui. Aujourd'hui, notre activité, c'est quoi? Aujourd'hui, notre activité, c'est on est dans le domaine de la sous-traitance des produits phytosanitaires, c'est-à-dire qu'on formule et on met à disposition des produits destinés à l'agriculture. Quand on parle d'agriculture, pour nous, c'est les grandes cultures, la vigne. On fait très très peu de produits pour le jardin, il y a des sociétés qui existent pour ça. Nous, on est dans les grandes cultures. On est à peu près 110 personnes sur le site et en moyenne une quarantaine d'intérimaires en moyenne sur l'année. On fait aux alentours de 20 000 tonnes par an, ce qui est quasiment le double de ce qu'on faisait dans les années 2007, 2003, 2004. Essentiellement grâce à un produit qui s'appelle le VLM, qui est un produit qui appartient au groupe, c'est un insecticide du sol, qui est un produit à base de granication. Donc quand on parle des produits, c'est vrai que peut-être que vous aurez l'occasion d'en parler, mais tous les produits phytosanitaires ont quand même bien évolué. Il y a de nombreuses matières actives qui ont disparu. Et ce qui fait qu'on a des produits, on va dire, quand même beaucoup plus soft que ce qu'on pouvait avoir à l'époque, dans les années 50, 60, 70 et l'année d'après-guerre. Voilà.
répondre à des questions particulières maintenant, ou bien vous repassez le niveau, c'est comme vous voulez. Oui. Merci pour ce tour rapide. Monsieur Darmanin, docteur, à vous la parole. Alors merci Jean-Pierre. Déjà sur les deux éléments de discussion que nous avons eus, on s'est aperçu que finalement c'était la thématique de la médiation, de la concertation et du dialogue qui apparaissait, entre ce que disait Jean-Pierre et monsieur le directeur. Et je crois que c'est ça le thème que nous allons développer ce soir. Alors, je me présente peut-être un peu plus en détail que l'a fait Jean-Pierre. J'ai adhéré effectivement à l'association que préside Jean-Pierre, mais en parallèle, et puis comme activité principale, je suis médecin à la MSA, qui est l'organisme de sécurité sociale des agriculteurs, et chargé en particulier de la politique de prévention autour des phytosanitaires sur la région et à Paris avec 2-3 hommes. Donc en ce moment en particulier, je suis à l'ANSES. L'ANSES, c'est l'organisme paraministériel qui définit le vrai anti-choc. Quand on vous parle des radiofréquences, quand on vous parle du bisphénol A, c'est cet organisme qui missionne toute une série d'experts pour définir un peu la vérité. Et donc actuellement, il y a un travail sur agriculteurs, pesticides et santé. Donc j'essaye de travailler cette thématique-là et en parallèle, comme je suis, et puis je me présente entièrement, également viticulteur, je crois qu'il ne faut pas le cacher. Je vous dirais que ça bouillonne un peu dans la tête, puisque les difficultés qu'il y a entre le citadin et puis l'agriculteur en termes de compréhension, je les ai moi-même dans mon cerveau, où les cellules ne s'entendent pas toujours. Et c'est cette thématique-là que je voulais développer, comment arriver à aller dans le bon sens, qui est le sens nature et le sens environnemental, en communiquant les uns avec les autres. Alors, je dirais que j'ai adhéré à l'association de Jean-Pierre parce que Jean-Pierre est quelqu'un de militant mais surtout scientifique, c'est-à-dire que c'est pas un intégriste de l'environnement, c'est-à-dire qu'il fait la part des choses entre la nécessité d'aller dans cette direction ou pas, en définissant la notion de bénéfice-risque, parce que notre société actuellement oublie un peu cette notion de bénéfice-risque. Je ne veux pas aller exclusivement dans le sens de monsieur le directeur de SDF, mais malgré tout, la chimie a quelques bénéfices, ne serait-ce que d'avoir imaginé et construit tous les vêtements que l'on a sur nous. Donc, vous voyez, je vais essayer de basculer systématiquement dans la suite entre les avantages et les inconvénients, et bien sûr l'utilité d'enlever la chimie quand elle n'est pas utile. C'est ça un peu la thématique que nous allons évoquer. Alors, si la technique veut bien suivre, pour me faire passer les diapos suivantes, je ne sais pas si ça va marcher. Voilà. Alors, puisque malgré tout, il y aura la thématique de santé en transversal tout au long de mon débat, je fais comme je le fais d'habitude, être peut-être un peu caricatural, mais j'affiche les éléments de fond et les éléments de fait. En fait, dans notre vie de tous les jours, les éléments qui concourent à définir notre risque santé et puis à terme notre décès, parce que je ne vous apprends rien, nous allons tous décéder, même si nous ne sommes pas confrontés aux différents facteurs de risque que nous redoutons. Donc les premiers éléments, et ça c'est un consensus général, le tabac c'est 30% de risque santé en termes de décès, l'alimentation, notre chère alimentation, le gâteau que j'ai mangé à midi, ou la charcuterie que j'ai mangé ce matin au petit déjeuner, participe en fait au bruit de fond de ma santé. Et donc, tout ça pour vous dire que les expositions professionnelles, donc ça c'est pour les travailleurs, représentent autour de 5%, il y a un consensus qui est entre 3 et 8% du risque cancer. Donc, c'est pas négligeable non plus. On ne peut pas imaginer qu'on dise à un salarié, voilà, tu as une chance sur 20 de passer à l'as par l'exposition que tu vas avoir. Donc, c'est certes pas anodin, mais malgré tout, ce n'est pas des risques majeurs. Et puis, vous avez la pollution, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire la pollution de l'air, la pollution de l'eau, qui, au sein du consensus général,
consensus général, serait responsable de quelque chose comme 2%. Alors, c'est des éléments de fait, hein, c'est pas moi qui les invente, c'est pas moi qui le dis, ce sont les consensus qui sont définis par les différentes expertises qui sont là-dessus. Et donc, j'avais mis ce jackpot, hein, donc en fait, tout au long de notre vie, nous jouons avec notre santé au quotidien, avec tous les éléments évidemment qui nous entourent. Alors, un petit rappel, malgré tout, de ce que c'est que l'agriculture. Quand on n'y est pas confronté, on ne s'aperçoit pas un peu de la baisse de la population agricole depuis des années. Alors, on comprend très bien qu'en 1800 ou avant, il n'y avait que des agriculteurs, quasiment. Hein, donc on est passé, je ne suis pas remonté au-delà, mais si on remonte donc à l'Égypte ancienne ou à la Gaule, il n'y avait quasiment que des agriculteurs. Hein, c'était le terroir qui faisait vivre la France. Donc, si on remonte à 1800, il y avait 65% d'agriculteurs, et progressivement et très régulièrement, avec une accentuation encore après la guerre, après la fin de la guerre, en 1945-50, on a eu une baisse assez importante des agriculteurs, pour arriver, et puis j'ai mis la fin de la courbe sur le graphique du bas, pour arriver actuellement en 2004 aux environs, parce qu'il y a une sorte de ligne étale, ça descend un peu moins actuellement, aux environs de 950 000 agriculteurs en France. Ce qui n'est pas beaucoup, 950 000 agriculteurs, conjoints compris. On exclut simplement les retraités et tous ceux qui sont dans le régime au sens de la retraite, qui sont eux effectivement bien plus nombreux, et c'est pour ça que le régime MSA bien sûr est déficitaire, parce que le régime MSA, Sécurité sociale, règle les retraites pour énormément de retraités, dont les fils sont passés au régime général de l'industrie. Hein. Donc ça, c'est une réalité. Alors après, on pourrait aller bien plus loin, hein. On s'aperçoit que avec un gradient sud-nord, au niveau de l'Europe, plus on descend dans le sud, plus les retraités de l'agriculture sont réintroduits dans le dispositif de production. Et au Portugal, par exemple, il y a quasiment la moitié de la production agricole qui est faite par des retraités. Des gens qui reprennent un peu de l'activité pour raison de difficultés financières. Ces pays-là sont en difficulté, le montre un peu, mais il y a des pires. Alors, donc, il me semble utile d'abord de faire un constat sociétal, parce que la société, vous l'avez compris, on le vit au quotidien, elle est excessivement subjective. On perçoit les choses au travers de notre filtre personnel, qui n'est pas toujours un filtre factuel, parce que quelque part, les médias mettent un malin plaisir à nous travestir un peu la réalité, au profit un peu du spectaculaire, etc. Et donc, il faut à un moment donné se repositionner sur les films. Alors, donc, ce qui est certain, et puis vous êtes là pour en témoigner, c'est que la société a une aspiration principale, enfin il y en a deux, mais c'est la même, hein, c'est la santé, la sienne, hein, des gens qui discutent, hein, qui réfléchissent, et la santé de l'environnement, qui n'est autre que la santé des générations futures. Donc en fait, la problématique santé est au cœur quasiment de toutes les préoccupations des gens sur cette terre, en tout cas des gens qui, au niveau de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire la pyramide des besoins, ceux qui peuvent réfléchir à autre chose que le poids et la nourriture finalement, donc c'est leur préoccupation essentielle. Et donc en parallèle, ce qui est paradoxal, hein, c'est que dans notre société, la part du budget dédié à l'alimentation diminue énormément. Je n'ai pas retrouvé les chiffres, je ne les ai pas cherchés pour vous dire, mais c'est excessivement bas. Les loisirs, la télévision, le téléphone, souvent ça prend le pas sur l'alimentation. Donc on ne peut plus ou moins acheter des viandes de qualité, des fromages de qualité, etc., des produits de qualité, parce qu'on néglige un peu cette part alimentaire, parce que la consommation, les médias, les fabricants de produits, hein, nous poussent un peu à acheter le dernier truc à la mode. Et donc on a quand même cette problématique au sens sociétal, qui est que les gens ne consacrent plus d'argent à leur alimentation. Il y a même des projets gouvernementaux tendraient
à faire de la communication, de la publicité, pour vanter les mérites des légumes tordus, par exemple. Vous savez, les légumes qui se défendent par eux-mêmes, et puis qui ont des formes bizarres, mais qui sont parfaitement sains, si ce n'est que l'esthétique n'est pas très jolie. Il faut savoir que la pomme, là, actuellement, qui se vend le plus, vous savez, hein, c'est la King Lady, elle a construit ce concept de très jolie pomme, sauf qu'elle a, je vous dirai tout à l'heure, des indices de fréquence de traitement, pour en revenir à la chimie, 3 fois plus élevés, par exemple, que la vigne ici, chez nous, dans la Languedoc. Donc, ce sont des produits qui sont excessivement traités, mais qui sont jolis et qui sont donc achetés parce que leur beauté, entre guillemets, donne une image d'état naturel et d'état environnemental sain, ce qui n'est pas le cas. Et donc, ce qui apparaît, et c'est la diapositive suivante, c'est ce qu'on appelle les questions socialement vives. Nous sommes tous, en fait, traversés par des pensées qu'on nous impose, par la médiatisation, par nos craintes qui les créent. Et ces questions-là ne sont pas toujours celles qui amènent le plus grand risque. Alors, je vous en ai cité quelques-unes. Par exemple, les accidents de la circulation, ça n'inquiète pas vraiment les gens. Pourtant, il y a quand même dans les 4000 morts chaque année. Vous avez les accidents domestiques. C'est pire, les accidents domestiques. Il y a bien plus d'accidents et bien plus de morts que la circulation, alors que ça n'angoisse pas. Les gamins qui décèdent dans les habitations, dans la cuisine, qui se brûlent, qui perdent un œil, qui ont des visages défigurés, c'est très important. Et pourtant, on n'en parle pas. Vous avez une question particulière, mais c'est la radioactivité dans les massifs granitiques. Vous savez qu'en Bretagne, il y a du radon radioactif qui sort du sol, il y en a un peu à l'Odève aussi, et puis il y en a en Corse. Alors, est-ce qu'on ne va pas aller en Corse au motif qu'il y a des produits radioactifs qui sortent du sol? Non, on n'ira pas, parce que subjectivement, cet élément-là ne nous prend pas au corps, alors que statistiquement, on sait que le radon radioactif fabrique des cancers annexés, cancers du poumon. D'où l'intérêt de créer des maisons, vous savez, isolées, je ne sais pas si vous l'avez vu à la télé, je l'ai vu, qu'ils expliquaient cette problématique-là. Et ça n'est plus véritable, alors que personne ne s'en intéresse. Et puis, les feux de cheminée. Ce qui est particulier, j'ai vu dernièrement que le gouvernement avait émis l'hypothèse de supprimer les feux de cheminée à Paris. Alors, non pas pour l'objectif de celui qui l'utilise, mais pour l'objectif d'assainir l'environnement. Parce que les feux de cheminée, le bois, fabriquent des benzopyrènes au même titre que la voiture. Et en Afrique notamment, les populations qui se chauffent au feu de bois parce qu'elles n'ont pas trop chaud, statistiquement, ont des cancers, pulmonaires notamment, supérieurs au reste de la population, parce que le bois émet, le bois, vous savez, c'est du pétrole, c'est le stade d'avant. Et donc, tout ce qui, finalement, nous rassurait jusqu'à présent, peut présenter un risque, sauf qu'on le néglige parce que, finalement, un beau feu de cheminée... Alors, dans tous ces éléments-là, il faut quand même faire la part des choses, il ne faut pas tout supprimer, certes, mais il faut avoir des données assez claires. Alors, bien sûr, à la fin, je ne les ai pas cités parce qu'on va en parler pendant un petit moment, là, c'est les pesticides qui obéissent effectivement à la même règle, c'est-à-dire, on ne connaît pas vraiment le risque réel de la chimie au sens des populations, plutôt les populations ne le connaissent pas, les scientifiques, malgré tout, l'approchent et l'apprécient, mais souvent, ils sont assez mal perçus. La perception de la science. Tout à l'heure, quand vous allez partir, je suis persuadé que vous allez vous dire, il ne sait pas trop grand-chose, il ne va pas donner grandes vérités ou grandes affirmations, parce qu'effectivement, je vais mettre beaucoup d'hypothèses sur la réalité des risques, sur leur importance, même si on cadre dans une fourchette. Donc, je n'affirmerai pas réellement des choses fortes, comme pourrait le faire, par exemple, un marchand d'Apocalypse, qui tout d'un coup dirait, si vous voulez, vous m'écouteriez davantage si je vous disais que c'était la catastrophe, le pesticide, que si j'essaye de moduler et de trouver la juste mesure dans les réalités du risque. C'est ça la difficulté actuellement que nous avons, vous et moi,
pour ce sujet et pour d'autres sujets. Moi, si je connais les pesticides, je ne connais pas d'autres sujets. Et donc, je me fais un peu, je dirais, influencé par les médias, et du coup, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus quel est l'élément qui prédomine sur le sujet, et je ne peux même pas me positionner. Je ne sais pas si c'est du 1 ou si c'est du 1000. Et c'est ça la difficulté qu'on a dans notre société, c'est que le scientifique, on ne le pense plus indépendant. Vous savez, dans les commissions dont je vous parlais tout à l'heure, à l'ANSES, dès qu'il sort un truc un peu particulier, on dit toujours que les experts qui sont dans ces commissions ne sont pas indépendants, qui sont payés par la profession. Alors, si ça peut vous rassurer, je vous dirais oui, j'en connais. Voilà, qui sont un peu à la limite. Voilà. Mais sur une masse d'experts de 20 personnes, s'il n'y en a que 2, je dirais, qui ont un peu quelques acquaintances, les autres suffisent malgré tout à corriger la problématique. Donc, d'une manière générale, c'est pas si caricatural que ça, ce que je suis en train de dire. Alors, bien sûr, ces notions socialement vives dont je suis en train de parler sont des questions socialement vives, et je suis sûr que parmi le public qui est là, vous avez pensé, et puis je l'entendrai, il n'y a aucun souci, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il est du côté des non-indépendants, hein, c'est-à-dire, voilà, quelque part, il tient son discours, peut-être parce qu'il est difficulteur, après tout, ça lui sert d'utiliser des phytos. Vous voyez, c'est pas évident de tenir le langage de la vérité, ou en tout cas la vérité du moment. Hein, donc, enfin, croyez ou ne croyez pas, mais là, j'essaye de vous donner les faits réels que les faits. Alors, bien sûr, après, souvent, je dérive dans mes interventions, et puis c'est vrai que cette phrase-là, la science n'a pas la place centrale qu'elle avait à l'époque où elle était sorcellerie et incantation, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on croyait davantage un sorcier du Moyen-Âge parce qu'en fait, on n'avait pas d'autre solution que de croire puisque la science n'existait pas, alors qu'un scientifique habituel, même s'il a 40 ans de carrière, on va mettre en doute un peu ce qu'il a démontré au motif qu'il y a toute une série de trucs qui gravitent autour et dont on ne sait que faire. Hein, c'est ça la difficulté. Alors après, la notion de bénéfice-risque, je l'ai évoqué avec l'association de Jean-Pierre, hein, effectivement, bénéfice-risque, il faut, malgré tout, de temps en temps, accepter quelques risques. On accepte toujours des risques, on accepte des risques avec les médicaments, on accepte des risques avec plein de choses. Simplement, il faut les connaître, les maîtriser et les éliminer dès qu'on peut trouver, bien sûr, la solution pour les éliminer. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut prendre tout comme ça à la lettre. Vas-y. Suite. Voilà. Et le dernier élément, essayez de réfléchir à ça, c'est que le temps de la science met énormément de temps à produire des données. Elle met 10 ans, elle met 20 ans, elle met 30 ans, parce que pour les risques dont nous parlons, qui sont des risques assez faibles, il faut mobiliser en épidémiologie des centaines de milliers de personnes à tester, des populations à tester. Et donc, du coup, la science ne peut pas produire la vérité en quelques décennies. Il faut attendre. Il faut attendre. Le tabac, par exemple, même si ça paraît évident aujourd'hui de dire que le tabac est toxique pour le poumon, ça a mis 30 ans à démontrer que le tabac avait une réalité, il y avait un lien avec le cancer du poumon. Ça a mis 30 ans, on n'a pas l'impression, mais au départ, il y avait des études contradictoires sur le sujet, et qui, au fur et à mesure de leur précision, a acté véritablement la chose. Et cette notion de temps, de la science, qui n'est pas le même que le temps du citadin, du citoyen, hein, que je suis, fait que finalement, à tout prendre, lorsqu'on a des craintes, on les prend pour des réalités scientifiques. C'est-à-dire, on se dit, les pesticides sont dangereux, autant que je considère qu'ils le sont, tant qu'on ne m'a pas démontré le contraire. Et donc ça, ce n'est pas une véritable démarche scientifique, parce que vous avouerez qu'il peut y avoir deux solutions. Oui ou non? Vas-y. Alors, un peu de sémantique, c'est pas inutile de reprendre sur les terminologies ce que veut dire les termes. D'ailleurs, je l'avais un peu zappé, et puis c'est une amie qui me l'a rappelé dernièrement. Donc, la peste, effectivement, la peste noire, la peste de Marseille, etc., on se souvient. Mais ça ne vient pas de là, pesticide. Ça vient du mot anglais
peste qui lui-même dérivé de la peste en fait, mais qui veut dire en fait insectes et plantes nuisibles. Donc c'est bien ciblé sur la plante. Peste, ça veut dire plante et insectes nuisibles. Et cible, insecte avéré, la peste, ça vous connaissez. Et donc l'étymologie, elle est bien en lien avec la réalité des choses. Alors on peut bien sûr, et là Jacques, ce fait-là, vous pourriez me dire, hein, peut-être vous poserez la question, c'est que insectes, herbes nuisibles, peut-être ça n'a pas un sens évident pour tous. Pourquoi tuer des bestioles quand peut-être elles peuvent nous apporter des bonnes choses. Hein, ça, je suis d'accord avec vous, on peut réfléchir à ça. Et donc après, la profession, mais aussi les textes de loi. Hein, alors là, c'est peut-être un peu le lobby hein, de la chimie qui a poussé, effectivement, hein, qui existe. Alors, on est passé de pesticides à phytosanitaire et puis à phytopharmaceutique, qui est le terme actuellement utilisé dans les textes de loi. Et donc, la subjectivité que nous renvoient ces termes-là n'est pas la même. Hein. Pesticides, on pense à des gros bidons de chimie. Phytosanitaire, déjà, il y a un petit côté santé, et puis la boîte, elle est un peu plus avenante. Et puis, quand à phytopharmaceutique, on voit un peu les médicaments. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est un coup de fil pour me censurer mes propos, certainement, même du lobby de la chimie. Vas-y. Voilà. Alors, on en revient aux pesticides. Quels sont les tonnages utilisés en France? Donc là, vous avez année par année, depuis 2001, l'utilisation, donc ne regardons que le tonnage total. Hein. Donc l'année 2001 a été une année record, tout simplement parce que c'était une année très, très humide. Et donc, les maladies se sont développées, et puis, hein, pour sauver les récoltes, c'est très difficile de faire, pour l'instant, sans phytosanitaire. Et donc, on a eu un pic de 100 000 tonnes, et actuellement, on tourne autour de 75, 78. Là, cette année, c'est descendu à 70 000 à peu près. Alors, est-ce que 70 000 tonnes, ça vous parle? Une question des tonnes. Oui, 200 par jour. Pardon? 200 par jour. 200 tonnes par jour, d'accord. Mais c'est un indicateur. Monsieur a parfaitement raison, il faut toujours le rattacher à des choses visuelles pour éviter, comme ça, de parler de camions, de tour Eiffel, on ne sait pas. Alors c'est un peu la démarche que j'ai fait tout à l'heure, après avoir passé la deuxième partie de la diapo. Donc à peu près 70 000 tonnes par an. Ce qui est dit par les médias est vrai, premier consommateur européen, sauf que c'est aussi le premier pays agricole français. Quand on le ramène à la surface agricole, on n'est plus premier, hein, on est quatrième, parce que les pays qui ont de leur sol, notamment les pays du Nord, nous passent devant. Et puis là, on n'est plus le cinquième, parce que les pays de l'Amérique du Sud nous sont aussi passés devant, hein, ils utilisent énormément de pesticides. Donc on est dans la bonne moyenne, hein, mais il est de bon ton, effectivement, de dire premier utilisateur européen. Pourquoi ne le dirait-on pas, puisque c'est vrai. Sauf qu'il faut quand même réfléchir un peu là-dessous. C'est peut-être pas le paramètre principal. Alors, on utilise plus de fongicides, notamment qu'aux USA. Et puis, les cultures surexposées, c'est la viticulture. Ne retenez pas tous les chiffres que je vous donne. Viticulture, 3% des surfaces cultivées en France, 18% de l'utilisation des phytosanitaires. Voilà. Arbo, c'est négligeable, c'est 0,5% de la surface en France, il n'y a quasiment pas d'arbres en France, et donc c'est à peu près la même proportion que la viticulture, et même plus. Il y a plus de phyto en arbo qu'en viticulture, et le maraîchage, il n'y en a pas plus, simplement, il est traité de telle façon que l'effet serre augmente le risque opératoire, puisqu'il est à l'intérieur d'une enceinte, au même titre que la plante. La diapo d'après. Alors, les données chiffrées, là, je reprends l'excellente idée de monsieur. Si on regarde la chimie dans son ensemble en France, à mon sens, on ne peut pas séparer la chimie industrielle, la chimie domestique, et puis la chimie agricole. Donc, toutes leurs difficultés, toutes leurs problématiques, et donc, il faut les visualiser. Donc, Industrie France, 100 millions de tonnes à peu près.
Chimie domestique, c'est-à-dire c'est tous les insecticides, tous les décapfours, etc., que vous avez dans la maison, c'est à peu près 250 000 tonnes. Et donc l'agriculture, c'est 70 000 tonnes. 70 000 tonnes égale à peu près ce qu'on a dans toutes les toilettes de France. Il y a 50 millions de toilettes en France. Je suis allé calculer les détails, mais c'est important. Hein. Et vous utilisez 1,5 kg de produits dans vos toilettes, multiplié par 50 millions égale 70 000 tonnes de produits chimiques. Hein. Donc ça permet de faire le rapprochement, en fait, d'avoir des valeurs, je dirais, visuelles, des valeurs qui ne sont pas pré-identificatives. La suite, s'il vous plaît. Alors, on en arrive au risque santé. Donc, vous avez remarqué que finalement, et c'était ça mon objectif, et puis c'est ce qu'on va faire, je vous positionne les données sans faire une démarche, je dirais, militante, c'est pas du tout ça, pour que l'on puisse, après coup, discuter. Et je suis sûr que vous avez votre part de vérité ou de réflexion, et donc on va discuter avec les éléments que je vous apporte. Donc, nous, à la MSA, on essaye de visualiser les intoxications aiguës, parce qu'avec les produits, il y a deux types d'intox. Soit il y a un élément aigu immédiat, quelques heures jusqu'à 24 heures, soit il y a les pathologies dites chroniques qui surviennent très longtemps après. Alors pour ce qui est des pathologies aiguës, je dirais c'est assez facile. Tous les bouquins à peu près connaissent les dangers de tel ou tel produit. Donc là, on n'a aucun souci. Simplement, ce qu'il faut visualiser, c'est le risque en situation d'application. Quel est le risque en situation d'application? Alors, comment vous expliquer la chose? La difficulté, c'est pas que le produit soit dangereux en soi, c'est que la méthode d'application qui est utilisée ne favorise pas le risque. Je vous donne un exemple. La batterie, l'acide qui est du sulfurique, je crois, de votre batterie. C'est un truc super dangereux. Si vous mettez le nez dessus, si vous en tombez sur les yeux, sur la peau, vous êtes brûlé immédiatement. Donc le danger est majeur. Le danger est majeur. Donc il y a des phrases de risque, je ne rentre pas dans les détails, mais monstrueux. Sauf que l'application, la méthode qui a été utilisée pour le mettre en œuvre, n'apporte aucun danger puisqu'il est calfeutré à l'intérieur de la batterie. Et il suffirait que tous les matins, les constructeurs automobiles demandent aux conducteurs de faire le plein de la batterie pour avoir 10 000 accidents tous les matins, parce que la mise en œuvre de l'acide sulfurique est possible en situation de stress. Et dans l'agriculture, je dirais, c'est autant la dangerosité du produit qui est en cause que la difficulté que les agriculteurs ont à la mettre en œuvre dans leur environnement particulier. Donc, je ne vais pas développer cette partie-là, mais il faut imaginer un agriculteur avec un bidon qui l'ouvre et qui essaye de faire au mieux pour éviter de s'en mettre sur lui. Ce qui n'est pas évident, c'est déjà pas évident dans un laboratoire de chimie, et c'est encore moins évident au niveau de l'opérateur. Et en fait, la problématique, c'est plutôt celle-là que la dangerosité réelle du produit. Alors, donc, je reviens à notre MSA. Sans aller dans le détail, on considère que chaque année, si on compte les maux de tête, les vertiges, les maux de ventre, les irritations cutanées, les irritations de la peau, donc des choses certes anodines, mais qui sont des vraies intoxications. Donc si on compte tout ça, on estime qu'il y a un agriculteur sur 5 chaque année qui a un petit élément justement de ce type-là. Donc imaginons, là nous sommes une trentaine, divisé par 5, donc 5 fois 6 exactement, hein. J'en avais perdu mes maths agricoles, 5 fois 6, 30, et donc voilà, il y a 6 agriculteurs là qui auraient une petite intoxication qui souvent serait passée inaperçue, parce que quand vous revenez de la vigne et que vous avez mal à la tête, c'est très difficile de le rattacher au phyto. On peut très bien dire que c'est parce que c'est le stress, parce que c'est le matin, c'est parce qu'on s'est disputé avec son épouse, etc., etc. Donc,
quand on recoupe toutes les données, on arrive à ça, ce qui malgré tout est un chiffre quand même important. C'est pas l'utilisation des phytos en agriculture n'est pas un. Alors je passe sur le détail, la suite. Alors après la grosse difficulté pour faire passer le message de la réalité des choses, ce sont les pathologies chroniques. Donc je pense que c'est celle-là qui angoisse à la fois l'agriculteur et puis à la fois le citadin, que nous donne comme pathologie les produits phyto qui sont épandus dans la nature. Alors, pour faire ça, il est impossible de se baser sur une seule étude, quelle qu'elle soit. Il faut prendre l'ensemble des études qui ont été faites sur le sujet, les globaliser pour essayer de trouver quelle est la tendance. Parce que finalement, si vous êtes de la chimie, par exemple, un gros dirigeant de la chimie, vous allez trouver toutes les études qui vont venir circuler, il n'y a rien à voir. Si vous êtes au contraire un écolo intégriste, et il en faut, des gens qui tirent la société dans ce sens-là, vous aurez toutes les études possibles sur au niveau de la science pour démontrer effectivement que le risque est majeur. Simplement, un scientifique se doit de considérer qu'une étude négative est aussi importante qu'une étude positive. C'est ça la difficulté. Quand vous avez un sac de boules là, autour de vous et que vous essayez de voir s'il y a beaucoup de boules noires, vous allez tirer vos boules. Si vous trouvez des boules blanches, vous en foutez un peu. Et puis, à un moment donné, quand vous trouvez une boule noire, vous allez dire oui, il y en a. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, la science doit considérer à la fois que vous avez tiré des boules noires et à la fois que vous avez tiré des boules rouges. Des boules, pour le coup, je vous ai perturbé. J'ai mis des rouges au milieu, ça n'avait pas de sens. Donc voilà. Donc cette difficulté à percevoir l'épidémiologie, elle est réelle. Alors, voilà ce qu'on peut vous présenter actuellement de plus récent sur les méta-analyses qui reproduisent le risque santé. Donc vous avez ici en bas des chiffres qui ne représentent pas des individus, mais qui représentent des études. C'est-à-dire que quand la première, là-haut, le bleu, il tombe à peu près sur la flèche de 60, là, sur le chiffre 60, ça veut dire que de 0 à 60, toute la partie bleue, on a globalisé dans ce trait 60 études qui chacune comportait peut-être 50 000 personnes, 100 000 personnes, etc., etc. Et de l'autre côté, également pareil. Alors, quand on fait une méta-analyse, on essaie de globaliser les études qui disent oui, je trouve un risque, de celles qui disent non, je ne trouve pas de risque. Et puis, par exemple, pour la première, au niveau de la pathologie digestive, on s'aperçoit, alors c'est versus agricole versus population citadine. C'est ça qu'on explique, la légende est faite comme ça. Donc, pour l'appareil digestif, on s'aperçoit qu'il y a moins d'études qui disent moins, c'est-à-dire il n'y a pas de relation avec la chimie, avec l'agriculture, que celles qui disent oui. Il y en a bien qui disent oui, mais il y en a davantage qui disent non. Donc, on considère de fait, puisque malgré tout il y a une majorité d'études qui disent non, c'est que la tendance serait plutôt à dire non. Et si en tout cas elle est limite et elle s'approche du plus ou du zéro, c'est que le risque n'est pas majeur. On a au moins cette certitude. Alors pour ce qui est des pathologies digestives, la partie rouge, on estime, c'est les chercheurs, c'est pas moi, que comme un cancer, des pathologies graves mettent 40 ans en fait à apparaître, ça vient de l'alimentation de l'agriculteur qui il y a 40 ans était différente de celle de maintenant. Ils n'avaient pas de chauffage, ils se chauffaient difficilement, ils n'avaient pas de frigo, etc. Et donc c'est l'alimentation qui provoque ou qui provoquerait des pathologies digestives. Alors pour le cancer du poumon, il n'y a pas photo. En agriculture, il y a moins de cancer du poumon, et c'est une réalité, que chez le citadin. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il fume moins.
à tous les âges, les agriculteurs fument moins, sauf dans la tranche de 0 à 20 ans, où les jeunes fument plus que leurs homologues citadins, et puis après, dans le reste des tranches d'âge, ils fument beaucoup moins. Et du coup, comme il y a une relation directe cancer du poumon et tabac, ben, on se retrouve avec moins de cancer du poumon. Alors après, je passe, je vais essayer d'aller sur les éléments où on pense qu'il y a effectivement une relation avec la chimie. Donc le mélanome, je passe, parce que le mélanome, c'est la peau. La peau, on comprend très bien qu'en agriculture, a davantage de graines de beauté qui se transforment, tout simplement parce qu'il est au soleil. Voilà. Entre parenthèses, les citadins ne sont pas en reste, parce qu'on fait des campagnes de télédermatologie actuellement, chaque année. On s'aperçoit que les ultraviolets, les personnes qui se mettent à bronzer sur la plage, font augmenter énormément pour les citadins le mélanome. Donc après, on descend, tumeur cérébrale, effectivement, il y a une différence significative. Il y a bien plus d'études qui disent oui que celles qui disent non. Donc, on pense qu'effectivement, il y a une relation de cause à effet. Reste, bien sûr, à démontrer son importance. Parce que c'est pas parce que le rouge est important que le risque est majeur. C'est ça qui est très difficile à comprendre. Au niveau de l'estomac, c'est comme un tube digestif. C'est un problème d'alimentation. La prostate, on balance entre le risque pesticide et le fait que depuis à peu près 25 ans, on a mis en place de manière régulière des tests PSA pour les hommes. Et donc, le fait de mettre en avant la biologie, on dépiste davantage de cancer. Alors, qu'est-ce que c'est qui nous permet de dire? C'est peut-être en partie ça. C'est qu'actuellement, on a un plateau, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'augmentation du cancer de la prostate. C'est un plateau, parce que cet examen s'est généralisé, et donc on dépiste tout ce qui se passe. Voilà. Et donc la dernière partie, hémato, où là on est quand même à peu près sûr qu'il y a une relation de cause à effet. Donc certains cancers, du type leucémie, au sens large, sont effectivement en relation avec les pesticides. Alors, ce sont les lymphomes malins non hodgkiniens, c'est une classe de leucémie, peu importe, mais effectivement, on sent qu'à ce niveau-là, il y a quand même une perturbation. Probablement la prostate, tumeur cérébrale, les tumeurs donc sanguines, les leucémies. Et on y ajoute les tumeurs, plutôt les pathologies neurodégénératives, c'est-à-dire tout ce qui touche au nerf, le Parkinson, etc., qu'on va voir juste derrière. Vas-y. Alors, est-ce que vous avez entendu parler de Parkinson, qui est le premier tableau de maladie professionnelle qui a été mis en place dans l'agriculture? Vous avez entendu parler ou pas? Donc, le Parkinson, vous savez ce que c'est? Oui. C'est une maladie neurodégénérative, c'est-à-dire qu'il y a une destruction progressive des nerfs, de la conduction nerveuse, et puis vous avez les gens qui tremblent, comme tu le disais, puis qui se paralysent, et puis c'est une maladie assez grave. Vous avez aussi la sclérose latérale amyotrophique, qui est encore plus embêtante, où le pronostic est de l'ordre d'un an, un an et demi. Donc c'est des maladies neurodégénératives. Alors, quid de la relation chimie agricole et Parkinson? Eh bien, personne, on n'a pas réussi, les scientifiques n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un consensus, parce qu'on n'est pas sûr qu'il y ait une relation. Mais malgré tout, la société a dit, puisque le tableau de maladie professionnelle, c'est un consensus sociétal, a dit, peu importe si la réalité de la relation n'a pas été démontrée, on va considérer qu'on le prend, tout simplement parce qu'il y a très peu de cas de Parkinson en France. Et donc c'est un peu, comment dire, on a donné raison à ceux qui voulaient que l'écologie prédomine sur la santé, et après tout, moi j'ai rien à dire là-dessus. Si les pouvoirs publics ont estimé qu'il fallait que ce tableau soit créé, tant mieux. C'est pas aux scientifiques à définir la chose. Alors, simplement, les scientifiques, après, calculent qu'est-ce que ça représente comme type de pathologie. La diapo suivante. Alors, un petit peu des maths, vous dites, maladie de Parkinson, c'est monstrueux, c'est les cohortes romaines de morts qui sont là, etc.
Alors qu'en réalité, la maladie de Parkinson, c'est 1 cas sur 10 000 personnes en France. Donc, au niveau national, c'est 6 000 cas par an, toute population confondue. Si je calcule ce même chiffre sur les 500 000 agriculteurs exposés, c'est à peu près 500 000 agriculteurs exposés. Donc, déjà, ça me fait 50 personnes. Mais 50 personnes qui seraient parkinsoniens, même s'ils n'avaient pas utilisé des pesticides. Tout simplement parce qu'ils habitent en France. Et si on ajoute le surcoût, le surrisque calculé par les études, qui est de 1,36, il suffit de multiplier 50 par 1,36 et on a 17. Donc, en agriculture, on a chaque année 17 cas de Parkinson dont on n'a pas d'explication naturelle. Et donc, on en est à l'étape où on essaye de voir si c'est la chimie, pesticides, si c'est l'essence, le benzène, parce que vous savez que dans l'essence qu'on met à la pompe pour les gens qui sont l'essence, il y a à l'intérieur entre 3 et 5% de benzène. Le fait de virer le plomb, on a été obligé d'augmenter un peu la teneur en benzène, et le benzène, c'est un cancérigène monstrueux. Quand vous respirez l'essence de la voiture, c'est pire que si vous étiez pendant 8 heures de temps à la ligne. Et donc, ce 17 cas, ben on cherche. Alors, on pense, comme c'est plus important chez les éleveurs, on se dit c'est peut-être les virus de l'élevage. Il y a une autre hypothèse un peu farfelue qui est de dire que le Parkinson apparaît moins souvent chez les fumeurs, et comme les agriculteurs ne fument pas, il peut y en avoir un peu plus. Donc, vous voyez, la science, quand on essaye de la définir jusqu'au fond, on se retrouve quand même avec des difficultés d'interprétation, ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'on ne cherche pas. Actuellement, on essaye de réfléchir pour savoir si ça ne serait pas le mancozeb. Le mancozeb étant un des intrants engrais. L'engrais, c'est aussi un risque chimique. Voilà. Donc, on essaye de réfléchir si ça ne serait pas ça. Bon, diapo suivante. Alors, on a une grande cohorte. Donc, la MSA ne reste pas inactif. On a pris tous ces départements-là. On a recensé 180 000 personnes qu'on a inclus dans un dispositif de suivi. Et donc, ça fait 5 ans, 7 ans maintenant que ça fonctionne. Et on essaye en direct d'analyser ce qu'ils utilisent et d'analyser leur pathologie. Et donc, bon, on a déjà les premiers résultats qui confirment ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire les 3 tumeurs a priori reconnues comme étant en lien avec les phytos, hein, c'est-à-dire voilà, la prostate, les tumeurs sanguines et le cerveau. Et si on ajoute une 4e qui est apparue, c'est le cancer du sein chez l'homme. Il y a un petit surcoût. En fait, on attendait 7 cas, il y en a 9. C'est pas beaucoup, hein. Mais il y a un petit surcoût de cancer. Alors, on sait qu'il y a des phytosanitaires qui sont, je dirais, des hormones-like, hein, vous savez, on en parle actuellement, qui miment les hormones de l'organisme. Et donc, certains travaillent sur cette thématique-là. Donc, voilà. Alors, pour lancer le débat, j'avais fait une réflexion et puis une étude à partir d'un questionnaire au CIMA à Paris. CIMA, c'est le Salon international de la machine agricole. Vous avez les vaches en bas, et en haut, c'est à Villepinte, les tracteurs, etc. Et donc, j'avais sondé les agriculteurs et les citadins pour savoir ce que le premier pensait de lui et ce que le deuxième pensait de l'autre. Et donc, j'ai fait une synthèse, je ne vais pas détailler l'ensemble des questions, mais comment se perçoit le paysan? J'espère que je ne fâcherai pas les paysans qui sont là, hein, comme j'en suis un. Donc, le paysan, quelque part, il est fier de son métier, mais comme d'autres sont fiers du leur, hein, le plombier, l'électricien, etc. Mais il y a quand même une fierté qui apparaît dans sa façon de se présenter. Il se pense un peu valeur référente parce qu'il est le gardien de la nature, il le sait. Et donc il se dit, malgré tout, je dois servir à quelque chose. Il y a les valeurs de la ruralité que je possède encore, la famille, le soutien aux aînés, la coopération, etc. C'est quand même partie de l'agriculture. Il faut savoir que l'entreprise de monsieur, c'est un reste, non, c'est pas une coopérative, ou non?
c'est plus du tout ça, parce que ça avait été au départ repris. Je pensais qu'il y avait les salariés qui étaient bon. C'est pas une coopérative. Au départ, je l'avais vu. Et donc, il ne se reconnaît plus le paysan dans l'image que renvoie le citadin. C'est lui qui le pense, c'est vraiment lui qui le dit. Et donc, il a du mal à s'exprimer parce qu'il n'est plus que 900 000. Et donc, il est un petit peu sur la défensive. Il se retranche parce qu'il sait qu'il n'a plus droit à la parole, ou en tout cas qu'on l'écoute beaucoup moins. Bon, la seule image qui m'est venue, c'est voilà, l'agriculteur qui se cache un peu derrière l'arbre, parce qu'il n'ose pas dire les choses de peur évidemment, de se faire critiquer exactement. Alors, diapo suivante. Et que pense le citadin du paysan? Ben, il dit c'est quand même un bon métier, hein. Il n'a pas le droit de se plaindre parce qu'il vit au grand air, parce qu'il n'a pas d'horaire, parce que voilà, il fait bon, parce qu'il peut prendre le temps qu'il veut pour faire des loisirs, parce qu'il investit un paysage qui est finalement agréable. Donc il y a cette notion de il est mieux loti que moi, et donc il n'a pas à se plaindre. Et puis il y a un deuxième versant, et c'est pour ça qu'on est là ce soir, hein, c'est pour en discuter. Ce deuxième versant, c'est que le citadin, et il a raison, hein, de plus en plus veut influer un peu sur les méthodes de travail de l'agriculteur, parce qu'il a la problématique de santé, il a la problématique de nature en tête, et il sait que malgré tout, c'est le paysan qui la maîtrise, ou en tout cas qui la gère. Donc ça, c'est une réalité. Et donc, il pense, et c'est lui qui le pense, d'ailleurs on va en discuter, que l'agriculteur devrait être plus respectueux de l'environnement qu'il vit. Donc vous voyez d'un côté, hein, donc, on voit la photo, d'un côté le citadin, et il a raison, hein, ne croyez pas que je dis le contraire, hein, donc fait une petite veille systématique auprès du paysan. Le paysan le sent et il est un peu mal à l'aise parce qu'il ne peut pas aller avec la vitesse que voudrait le citadin vers justement une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Et c'est ça en fait le dilemme de notre société, c'est que les deux parties, à mon sens, ont bien la problématique de dire et si on allait dans le bon sens, dans le respect de la nature, dans la diminution des intrants, sauf que le premier sait qu'il y a des freins, des difficultés. C'est pas un chimiste, l'agriculteur. Il ne peut pas imaginer lui-même les process et les protocoles nouveaux pour aller dans ce sens. Il ne peut pas, si les pouvoirs publics ne le font pas, c'est pas lui de l'inventer. Hein. Les interactions avec les bestioles, etc. Beaucoup de choses se disent, sauf que c'est très pointu comme chose, comme mécanisme. Et puis le citadin se dit, mince, il devrait quand même se débrouiller pour aller dans le bon sens. Et donc, on se retrouve avec ce dilemme, un pousse, et l'autre veut y aller, mais ne peut pas, parce qu'il sait qu'il a la difficulté. Alors, si vous voulez qu'on parle du plan éco-phyto dans le débat, hein, on peut en parler. Le plan éco-phyto est à l'image, je dirais, de cette difficulté. Donc, on a dit 50% de réduction, sans mettre les moyens sur les alternatives. Et puis, on s'aperçoit que 4 ans après, enfin 5 ans après, hein, parce que 2008-2018, 5 ans après, rien n'a bougé parce qu'on n'a pas fourni aux agriculteurs les alternatives. C'est ça la vraie difficulté. Alors, diapo suivante, et donc on va conclure. Donc, moi personnellement, et c'est ce que je vous propose pour le débat, c'est comment aider ou assister, hein, assister au sens bien sûr aide. Hein, si vous voulez, je demande à Catherine, là, s'il y a des agriculteurs qui veulent venir, des citadins qui veulent venir t'aider à travailler, hein, ça serait une bonne chose. Voilà. Donc, comment le citadin peut aider le paysan dans sa délégation de gestion de la nature, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Le paysan gère la nature, malgré tout. Tous les paysages que l'on voit, ne serait-ce qu'à côté de Béziers, ils sont construits par les paysans. Les chemins, les ruisseaux, etc. Et l'agriculteur, il est content hein, que le citadin se promène à l'intérieur. Il y a quelques récalcitrants, mais il y a un vrai plaisir de faire participer le citadin en fait, à ce qu'on a construit. Alors, comment organiser cette collaboration, ce qui n'est pas évident. Comment le paysan peut-il mettre en avant sa volonté d'aller dans le bon sens? Parce que les agriculteurs, ils ont cette volonté de réduire les intrants. Si on vous mettait sur la table le prix de la chimie
la chimie, c'est super cher. Hein, s'il y avait d'autres solutions, ils les prendraient volontiers. Et donc, comment, bien sûr, apprendre aux citadins les contraintes incontournables de l'agriculture, ça aussi c'est un élément qu'il faudrait mettre en avant. Comment les bénéfices, bien sûr, nature seront-ils partagés? Et puis, une question de fond, me semble-t-il, qu'on comprend mieux quand on évoque la mer. Vous savez, quand je vois des chalutiers tirer sur les fonds marins, je me dis quand même, ils prennent des poissons qui vont partir un peu. Il y a cette notion de bien commun qui s'attache à la mer, qui est investie par, évidemment, des personnes dont c'est le métier, je ne leur reproche rien. Mais malgré tout, il y a un bien commun, pourquoi raclerait tout, alors que moi, lambda, j'ai une partie de ces fonds marins qui doivent être destinés, puisqu'on peut considérer que la Terre est partagée entre tous les habitats. Et donc, dans l'agriculture, je pense que cette thématique, à un moment donné, se posera. Quid des terres? D'ailleurs, l'agriculteur, vous savez qu'il n'est riche qu'à la fin de sa vie, hein, c'est quand il va à la terre, en tout cas dans certaines professions. Et donc, voilà, comment imaginer quelque chose qui pourrait être soit possédé par la communauté, soit délégué, soit... Mais cette question, il y a des philosophes qui commencent à se la poser, et à mon avis, c'est une vraie question de deux. Alors, on est arrivé au terme de mon exposé qui ne se voulait pas factuel. Je n'ai pas essayé de vous apprendre des choses, j'ai mis plutôt des éléments de réflexion qui vont nous aider à poursuivre la diapo terminale. Donc, moi, j'aime bien la phrase, bien sûr, de Saint-Exupéry. Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, mais nous l'empruntons à nos enfants. En fait, c'est ce qu'on doit faire tous. Hein. On est là, mais il faut déjà anticiper sur le suite. Alors, je vous propose un débat. Je ne sais pas quel est le temps que j'ai pris pour faire l'exposé. J'espère que ce n'est pas trop long. C'est bon. Voilà.